Où le mot territoire fait son retour en force, ils sont les acteurs incontournables du monde rural français et sans eux, les campagnes se transformeraient en déserts spirituels. Rencontre avec ces curés de campagne qui résistent au recul de la pratique religieuse et au déclin de bon nombre de territoires ruraux. Religion du monde, Geneviève Delrue. Dimanche, à partir de 9h10 TU. RFI. Radio Foot International, Marie-Amélie Motte. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le traditionnel Café des Sports du vendredi. Vous pouvez nous écouter à la radio bien entendu et aussi nous suivre en direct sur la page Facebook de Radio Foot. Au programme aujourd'hui, un Café des Sports 100% foot espagnol. Le Real Madrid sacré champion d'Espagne hier après sa victoire contre Villarreal. Deuxième titre en Liga pour Zinedine Zidane. L'entraîneur français est-il le grand artisan de la réussite des Madrilènes cette saison ? On reviendra évidemment sur la solidité défensive du Real, incarnée par son capitaine Sergio Ramos. On parlera aussi d'un Luka Modric relancé et d'un Karim Benzema moteur de son équipe. 2 buts encore hier, dont un penalty. L'arbitrage a-t-il été déterminant dans la conquête du titre ? Le Real champion et Barcelone à la traîne. Défaite hier soir à domicile contre Osasuna. Alors le Barça a-t-il offert le titre au Real cette saison ? On entendra un Lionel Messi très critique un peu plus tard, ce qui nous donnera l'occasion d'évoquer l'avenir de Quique Sétienne en Catalogne. Avec moi aujourd'hui l'équipe titulaire du Café des Sports et un Café des Sports au lendemain du titre du Real. C'est parfait pour vous. Rémi Ngono, bonjour. Maria, Amelia, Casablanca, pouvez-vous me prendre pour époux à la Maison Blanche aujourd'hui? Oh là là! Xavier Barry, bonjour. Vous êtes prêt pour la bataille? Prêt, je lâcherai rien, oui, je lâcherai rien. Et c'est pas il a raison, possible. il a raison de sortir déjà du cadre parce que très vite on va remettre les choses à leur place. Que serait une opposition Real-Barça sans la présence du réfé? Bonjour Alejandro Valente. Bonjour Marie-Amélie, et sans ma présence et sans celle des auditeurs que je suis sur Facebook, donc si vous avez des messages et des tacles adressés à Rémi Ngono, vous êtes les bienvenus. Allez, Radio Foot, c'est parti. Benzema ne se loupe pas cette saison face au gardien. Le Real mène 1-0 le but. Benzema vence Madrid y se posiciona en lo más alto y se acerca al título. Vence Madrid otra vez. Benzema pour ce deuxième penalty et il le tire très très bien. Cabernet 2-0 pour le Real, doublé de Karim Benzema dans ce match. Donc pour le titre, 21e but. Le Real de Zidane est donc champion d'Espagne pour la 34e fois donc de son histoire. Et Sergio Ramos qui va brandir ce trophée. Ça fait donc 34 pour le Real, 34e titre de champion d'Espagne, un record. Donc hier, Madrid s'est imposé 2-1 face à Villarreal, 2 buts de Karim Benzema, on en parlera un peu plus tard. Les Madrilènes ont célébré leur titre et soulevé le trophée dans un Santiago Bernabéu désert, mais on les a vus malgré ça extrêmement heureux, voire émus pour certains. Et celui qui s'est montré particulièrement démonstratif, alors qu'il est plutôt réservé d'habitude, c'est Zinedine Zidane. L'entraîneur français était fou de joie hier soir à la fin du match. C'est son 2e titre de champion avec le Real après celui de 2017. On écoute tout de suite sa réaction après le match. Es una emoción tremenda. Me alegro porque al final es muy difícil ganar la Liga española, muy difícil. C'est une émotion énorme parce que c'est vraiment très difficile de gagner la Liga. Quand il y a une critique ou un compliment, ça ne m'atteint pas. Je ne vais pas être plus heureux ou moins heureux. Je crois que ce que je vais faire, c'est essayer de faire mon travail. Je suis passionné. J'ai de la chance d'être dans ce grand club avec ces joueurs parce qu'ils ont combattu. Et on a obtenu quelque chose de vraiment beau après le confinement. Ce sont quand même 10 victoires en 10 matchs et ça, c'est juste énorme.
c'est énorme, c'est énorme. 10 victoires en 10 matchs. Personne n'a fait aussi bien dans les 5 grands championnats européens, à part le super champion d'Allemagne, le Bayern de Munich. Lors de la reprise de la Liga, il y a un peu plus d'un mois, très peu d'observateurs voyaient le Real revenir pour aller décrocher le titre. Et pourtant, hier, Zidane a remporté le 11e trophée de sa carrière d'entraîneur. Rapidement, 2 Ligas donc, 3 Ligues des Champions, 2 Supercoupes d'Espagne, 2 Supercoupes de l'UEFA et 2 Coupes du Monde des clubs. Rémi, pourquoi ce titre-là, cette 2e Liga, porte plus la marque de Zidane que les précédents? Je vais d'abord dire que tous les titres portent la marque de Zinedine Zidane parce qu'il n'a jamais pris le Real quand il se portait super bien. Il est toujours venu comme un médecin au chevet du malade qu'il a réussi à guérir et qu'il a réussi à faire aller à la conquête. Donc pour moi, aujourd'hui, peut-être que ça porte encore beaucoup plus une griffe de Zidane dans la mesure où les années précédentes, on disait que le Real Madrid tournait autour d'un grand homme qui était Cristiano Ronaldo. Et lui-même, il avait bâti le système autour de Cristiano Ronaldo. Or là, il perd Cristiano Ronaldo. Et il recrute la star qui est attendue dans l'équipe. C'est-à-dire que Eden Hazard. Or, Eden Hazard, cette saison, c'est un but. Parce qu'il y a eu beaucoup de pépins physiques. Et Zinedine Zidane, qui cependant a pris quand même le courage de faire partir certains joueurs qu'on disait promoteurs, tels que Ceballos ou encore Kovacic, ou même encore Hakimi. Bon, on s'est dit, il va se planter. Mais là, ce Zinedine Zidane a d'abord démontré qu'il pouvait rééquilibrer l'équipe. À savoir d'abord qu'une équipe, c'est d'abord une assise défensive. Lui, ancien de Calcio, a pu donc le faire. Et ça fait de telle sorte que, se basant du premier match de préparation contre Atlético, il a pris 7 buts. Il s'est dit, maintenant je vais rebâtir. Et il a rebâti une équipe conquérante à la Zinedine Zidane. Rémi, il y a un auditeur qui s'appelle Diallo Mokhtar Falawel qui nous rappelle qu'à chaque fois que Barcelone gagnait la Liga, ce qui arrivait quand même très souvent ces dernières années, vous disiez que la Liga, c'était la coupe du village. Alors il nous demande, est-ce que le Real vient de gagner la coupe du village? Voulais-je encore dire à ces auditeurs qui sont de très mauvaises foi comme Xavier Barré, j'ai toujours qualifié la coupe du roi comme étant la coupe du village et pas la Liga, puisque Zinedine Zidane avait déjà quand même remporté la Liga. Donc ce n'est pas un trophée que j'allais jeter comme ça dans la brousse, mais j'ai toujours dit que la coupe du roi, le roi et tout, je disais que c'est la coupe du village. Et je maintiens, j'insiste, je persiste. Ouais, c'est pas la première fois que Rémi Ngono est frappé d'amnésie, mais bon, c'est pas très grave. Moi, j'ai du mal à m'enthousiasmer. Vous posiez la question, Marie-Amélie. Regardez le veuf là. Le veuf là sort d'où? J'avais du mal à m'enthousiasmer j'ai du mal à m'enthousiasmer pour une série de 10, 11 succès qui sont tous marqués d'erreurs d'arbitrage flagrantes et qui font que le Real est aujourd'hui un champion. Comment voulez-vous tirer des conclusions sur l'impact de Zidane à partir du moment où le principal acteur de cette fin de championnat, c'est l'arbitrage? Donc effectivement, Zidane est un meneur d'hommes, on le sait, c'est pas nouveau, il sait tirer le meilleur d'un groupe, c'est normal parce qu'aujourd'hui, il a une aura et une expérience qui font qu'il a ses qualités, on le sait, mais moi j'aurais tant aimé que le Real soit champion à la régulière, sans qu'il y ait ce doute. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit? Il y avait encore un édito dans l'équipe sur ce thème-là. On dit, avec ce titre, Zidane va lever les mains. Mais non, messieurs, on va parler de l'arbitrage dans un instant. L'arbitrage, c'est après. On va parler de gâter l'émission de Marie. On va effectivement parler de l'arbitrage dans un instant. Zidane a quand même prouvé qu'il pouvait gagner donc, sans Cristiano Ronaldo et sans un effectif pléthorique. Non, mais il a un effectif pléthorique, Marie-Amélie. Il n'y a que Rémi Ngono qui va dire qu'il a un effectif de pauvres. Non, mais il a des internationaux. Pas mal de blessés. Mais toutes les équipes ont des blessés aujourd'hui. Il a des internationaux dans toutes les lignes. Et il a eu des circonstances, finalement, qui lui ont permis de récupérer Eden Hazard, même sur une jambe pour la fin de saison, qui lui ont permis de compter sur un effectif énorme. Mais ça encore, c'est très bien. Zidane et Florentino Pérez ont composé une équipe au niveau du Real Madrid, qui est un très grand club, l'un des plus grands clubs du monde, l'un des plus prestigieux. Les joueurs veulent y venir, ils savent les séduire, les faire venir et les garder. Tant mieux. Mais bon sang qu'ils jouent un peu au football et qu'ils gagnent sur le terrain sans qu'on est en permanence en train de se dire « mince, là l'arbitre les a aidés, là il y a eu des circonstances favorables ». Et c'est ça que je déplore. Une grande équipe comme ça ne doit pas avoir besoin de décision arbitrale pour être championne. Je voudrais rappeler à M. Xavier Barré que concernant, par exemple, comme on a voulu parler des pénaltys après et arbitrage, je voulais juste vous rappeler que
le plus grand nombre de pénaltys obtenus par un club en Liga, c'est le Barça avec 19 en une saison de Liga en 2014-2015. Mais là, on parle du championnat cette saison. On parle de cette saison, on ne parle pas de 2014. Cette saison, c'est seulement 10. Et le Barça, on a obtenu combien? Le Barça, 9. Ça se vaut. La seule chose, c'est qu'il y a des pénaltys indiscutables et il y en a qui ne le sont pas. Il y a des pénaltys indiscutables de qui ne le sont pas. Mais je vais même dire une chose à Rémi Ngono, et ça va faire plaisir à ses supporters. C'est que je pense qu'effectivement, le Barça, cette saison, ne méritait pas le titre de champion. Mais j'aurais préféré que le Real le gagne à la régulière et non pas avec toutes ces erreurs d'arbitrage. Mais vous avez dit, Marie-Amélie, qu'on allait en reparler. Je les ai listées là. Vous allez voir le nombre de points. On peut lancer le débat maintenant. Là, je pense qu'il est déjà commencé d'ailleurs. Oui, parce que franchement, c'est la seule chose qu'ils voulaient comme débat. Ils ont pris 3 points contre la Real Sociedad qu'ils ne doivent jamais prendre. À Bilbao, ils gagnent avec un penalty fantôme. Et là aussi, 3 points qu'ils ne doivent jamais prendre. Donc vous dites, il y a 7 points d'écart à l'arrivée. S'il y a un arbitrage normal, il y a égalité au point entre les deux équipes. Je pense que c'est quand même pas très correct de dire que le Real a gagné grâce à l'arbitrage. Il y a eu des problèmes d'arbitrage. Je pense que pas tellement des erreurs d'arbitrage, mais je dirais plutôt qu'il y a eu, mais c'est pas seulement en Espagne, ça s'est passé dans d'autres championnats, il y a eu un arbitrage qui n'a pas été homogène sur l'ensemble des matchs et ça a suscité des polémiques. Ce qui était considéré comme une faute involontaire dans un match ne l'était pas dans un autre match et tout ça a créé sans doute des distorsions. Après, toujours en faveur du Real Madrid. Oui, ça c'est toujours en faveur du Real Madrid. Tu ne peux pas raconter ça. Je te fais comprendre que la deuxième partie de la saison, le Barça a 2 points d'avance sur le Real. Or, je vais vous dire, à la deuxième partie de la saison, le Real a obtenu 4 pénaltys et le Barça 3. Donc ce n'est pas à partir de là que vous allez parler d'une certaine chose quand vous vous retrouvez entre vous, erreur d'arbitrage hier. Pour des victoires 1-0. Donc ça compte 3 points. Osasuna hier. 5 pénaltys pour des victoires 1-0, ça compte 3 points à chaque fois. Et c'est comme ça qu'on arrive avec un Real qui a 7 points d'avance. Osasuna vous a battu en infériorité numérique. Monsieur, taisez-vous. On parlera de Barcelone un peu plus tard. Mais en tout cas, je pense que le Real a quand même eu des mérites pour remporter ces titres. On ne peut pas les nier, même si ce n'est pas l'équipe la plus flamboyante des grands championnats. Et c'est l'équipe qui est championne avec le plus faible moyenne de points. Donc, effectivement, le Real a perdu pas mal de points en chemin, mais il n'a pas marqué beaucoup de buts. C'est la plus faible attaque aussi de tous les grands championnats pour les équipes qui sont en tête. Mais voilà, c'est le Real des champions et il faut l'accepter. Vous dites que Zidane... Une équipe équilibrée n'est pas une équipe qui va seulement à l'abordage. Une équipe équilibrée est celle qui sait aussi défendre, parce qu'il faut aussi parler de la défense du Real. Donc à une certaine période, il n'y a jamais eu en Europe une équipe avec 21 buteurs différents. Monsieur Alessandro Valente. Lorsque vous avez des gens qui se lancent à l'abordage, et d'ailleurs c'est pour ça que je vais vous prendre... Benzema a marqué la majorité. Les Galactiques de 2000, excuse-moi Maria, je vais y revenir. L'équipe flamboyante, c'était quoi? Il y avait Figo qui avait été recruté bel et bien, vous le savez, à 56 millions. Zinedine Zidane, 62 millions. Et puis, 75, il y a eu Ronaldo qui a été recruté à 55 millions. Vous savez, toute cette équipe-là était tellement flamboyante qu'on les appelait les Galactiques. Mais ils se faisaient éliminer tout le temps en 8e de finale de Ligue des Champions. C'est-à-dire que vous pouvez marquer, mais si vous n'avez pas une assise défensive, vous n'êtes pas une équipe. Zinedine Zidane a prouvé tactiquement, techniquement, stylistiquement, non, mais il n'y a aucun style. Il était le meilleur. Mais non. Xavier, le meilleur. Il bétonne, il prend la vieille recette de votre ami José Mourinho. Il bétonne, il sort les parpaings, il met le ciment et il monte le mur et il procède en contre. Et comme il a des bons, comme il a des bons attaquants. Comme il a des bons attaquants, ils font la différence sur des phases de contre. Et c'est vrai qu'il y a des très bons joueurs au Real Madrid, on va pas dire le contraire. Il y a des très bons joueurs et il y a quand même de nombreux atouts. Le Real n'a pas été titré que grâce à l'arbitrage. Quand même, en préparant l'émission tout à l'heure avec le réfé, on s'est aperçu que nous aussi, nous n'étions pas d'accord à propos de l'atout numéro 1 du Real cette saison. Donc pour Alejandro Valente, c'est la défense. Pour revenir sur ce que vous disiez Rémi, c'est la défense qui a joué un rôle prépondérant, Sergio Ramos en tête.
Pour ma part, et je sais que Sarah Loubacouche en régie est d'accord avec moi, je pense que le vrai moteur du Real cette saison, et particulièrement depuis la reprise, c'est Karim Benzema. 46 matchs au compteur, plus que n'importe quel autre joueur. Pour moi, il est devenu indispensable. Donc, Xavier, Rémi, selon vous, la plus grande force du Real cette saison, hormis l'arbitrage, c'est plutôt la défense ou Benzema? Là, je vais être d'accord avec Rémi Ngono. Écoutez, il risque de pleuvoir. Oui, non, mais c'est la défense, clairement. Thibaut Courtois, qui est Pichichi, qui est Zamora, c'est-à-dire meilleur gardien de la Liga, ce n'est plus arrivé au Real Madrid, je crois, depuis Iker Casillas au début des années 2000. Donc, c'est tout à fait le symbole de ce Real Madrid, ultra défensif, pas spectaculaire, efficace, champion, effectivement. Mais moi, je ne vais pas m'enthousiasmer pour ce football-là. Bon, si je préfère le Barça, c'est effectivement parce qu'il propose un autre jeu, même si cette saison, il était pas terrible. Mais voilà, on aime le jeu offensif, on peut pas aimer ce Real-là, mais on peut saluer la performance défensive, l'efficacité défensive, d'abord de Thibaut Courtois qui a fait énormément d'arrêts décisifs, et ça il faut le dire, notamment lors de matchs où le Real était vraiment bousculé. Il est très largement en tête du trophée Zamora, justement. Hein. Ouais, devant Yann Oblak, qui est pourtant le gardien de l'Atlético et qui l'avait gagné les 4 dernières saisons. Et puis c'est vrai que la charnière Sergio Ramos, Raphaël Varane, elle est efficace, elle a de la bouteille, elle a de l'expérience, c'est des joueurs de talent. Bon, on va pas nier l'évidence. Après, dire que c'est pour son jeu d'attaque que le Real est champion, non. Non, pour la grande forme surtout de Karim Benzema. C'est ça que je voulais souligner. Oui, je vais souligner beaucoup de choses parce que ce n'est pas... c'est un tout qui fait une équipe. Et c'est pour ça que chaque ligne du Real a été performante. On va me dire, c'est pas un beau football, mais je vais voir que sur les 10 matchs, donc, le Real marque quand même aussi 21 buts et encaisse 4. Ce qui signifie qu'offensivement, on est quand même à plus de 2 buts par match. Pour quelqu'un qui me dit qu'il n'aime pas ce football-là, eh bien, je lui dirais bravo. 1,84 buts par match. J'ai dit bien les 10 derniers matchs. Il faut quand même se dire que le Real vient de loin. Parce qu'en début de saison, les atouts de Zinedine Zidane, comme je vous l'ai dit, c'est d'abord Eden Hazard, offensivement, qui se blesse. Deuxième des choses, il avait Asensio. Asensio qui était la prouesse de ce qu'on peut appeler le talent, le génie à l'état pur du Real Madrid. Il se blesse. Il se retrouve avec un joueur qui a un pied brinque-ballant, presque unijambiste, à savoir Gareth Bale, qu'il ne voulait pas et qui lui-même est beaucoup plus enthousiasmé à voir les matchs de tennis ou à regarder au niveau des loupes qu'à jouer au football. Donc, comment est-ce qu'il pouvait faire avec ça? Il a bricolé avec cette équipe comme ça là, jusqu'à arriver à un certain niveau. Lorsqu'il a récupéré quelques éléments tels que Asensio, vous avez vu, premier match d'Asensio, premier tir, premier but. Donc vous comprenez quand même que voilà quelqu'un qui est sevré. Voilà quelqu'un qui n'a pas. On ne peut pas dire que Zidane bricole avec Isco, avec Lucas Vazquez, avec Modric, avec Toni Kroos, avec Casemiro, avec Valverde. C'est pas du bricolage. Ce sont tous des internationaux. Je te fais comprendre une chose. Ce sont tous des internationaux. Qui n'étaient pas tous à leur meilleur niveau ces derniers temps. Après, il y a des blessés, mais c'est dans toutes les équipes. Entre 2014 et 2018, le Barça a recruté pour 890 millions d'euros. Le Real, pendant ce temps, était à moins de 410 millions d'euros. Ce qui signifie que... Et cette année, le Real a recruté pour combien? Le Real a 300 millions d'euros, il a recruté quand même. Et je te fais comprendre avec Hazard, avec Eder Militao, avec Ferland Mendy. Ils ont recruté pour 300 millions d'euros. Hazard n'a pas joué. C'est ce qu'on t'explique. Mais il faut arrêter de faire passer le Real Madrid pour un pauvre club. C'est un club richissime, avec un effectif pléthorique. Qu'il soit champion, c'est presque normal. C'est le Real ou c'est Barcelone. Mais qu'il soit champion avec si peu de points, si peu de buts, c'est décevant. Non, si peu de points, je vais te dire, si c'est si peu de points, 7 points d'avance, ce n'est pas encore fini parce qu'on aura bientôt 10 points d'avance là, parce que le Barça, lui, pour l'instant là, je crois même qu'ils vont jouer bientôt en deuxième division l'année prochaine, parce que quand Messi est en train de partir là, c'est mort, vous n'avez plus personne. Piqué, mais on parle du Real. Donc je veux te dire que cette équipe là est non seulement a du potentiel, c'est-à-dire ils sont jeunes, il faut quand même voir Asensio, il faut quand même voir les Vinicius, enfin, Sergio Ramos a 34 ans, Luka Modric en a 33. Les Rodrigo. Donc ces gars, ils ont du talent et reconnaissons quand même que il m'a parlé de Benzema. Benzema s'est transformé en un véritable leader, c'est-à-dire que milieu offensif, attaquant de pointe, ailier, tout, il a tout su faire, de telle sorte qu'aujourd'hui avec 21 buts, tirant rarement des pénaltys,
on peut dire que ce monsieur, il mérite d'être, après Cristiano Ronaldo, Ballon d'Or, ou alors lui, devant et Cristiano Ronaldo. C'est le meilleur passeur de l'histoire du Real. Il a tiré autant de pénaltys que Messi cette saison. Non, mais il est l'avancement du Real Madrid. C'est normal qu'il marque des buts. Ce qui était anormal, c'est la saison dernière où il n'en marquait pas. Bon, et je pense effectivement qu'il y a 30 un effet... buts la saison dernière, quand même. Oui, mais il n'en marquait pas assez par rapport à Cristiano Ronaldo. Et c'est vrai que cette saison, dans un système de jeu différent, plus efficace, plus défensif, il a eu un rôle prépondérant, il faut le reconnaître, ça c'est une évidence. Mais c'est l'avancement d'une équipe où il y a énormément de talent. Quand vous avez au milieu de terrain Modric, Kroos... Oui, alors Modric, c'était pas non plus un gage de réussite au début de la saison. Et là, Zidane l'a relancé. C'est effectivement une vraie réussite, une vraie résurrection. Luka Modric qui a fait une très très belle saison. D'ailleurs, je crois qu'il est en fin de contrat. On va voir ce qui se passe pour lui parce que le Real voulait pas le garder. Et peut-être qu'on va voir ce que décide là, on a Florentino entendu Florentino Pérez tout à l'heure. Il disait qu'il n'y aurait pas de gros recrutements cet été et qu'on va repartir à peu près avec la même équipe. Mais bon. Oui, parce qu'on sait Zidane voulait faire venir Pogba pour remplacer Modric, et donc a priori ce ne sera pas pour tout de suite. Bon, mais il y a beaucoup de joueurs de talent. Là, je suis d'accord avec Rémi Godon, on ne peut pas dire le contraire. C'est pour ça que moi, j'attends plus du Real Madrid, j'attends un jeu plus flamboyant, et c'est là où Zidane ne m'a pas encore convaincu. Mais qu'est-ce que tu entends par jeu flamboyant? Monsieur, qu'est-ce que tu entends par jeu flamboyant? Depuis que je suis avec toi, tu n'as jamais trouvé que le Real joue un jeu flamboyant. C'est toujours ton Barça qui joue le jeu flamboyant. Non, mais pas le cette Barça saison. perd toujours. Mais attendez, non, le Barça ne perd pas toujours. Monsieur, on ne peut pas gagner, Marie. On ne peut pas gagner chaque fois des trophées. On aligne 3 Ligues des Champions. On aligne des mondiaux de club. Et on aligne la statistique de Zinedine Zidane. C'est 19 matchs, un trophée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est le deuxième entraîneur le plus titré du Real. C'est-à-dire après Muñoz. Donc c'est quand même historique. Monsieur, c'est un football qui est le vrai, le pur. C'est ça le football. Et il y a un problème africain qui dit, tu peux détester le chien, mais reconnais quand même qu'il a des dents blanches. Allez, Valente. Rémi, on a un auditeur qui nous donne quelques arguments de plus en faveur du Real Madrid. Il s'appelle Omzo Nitu Deg. Il dit le Real est invaincu face au Barça, l'Atlético, Séville, Valence et Bilbao. Donc avec ça, forcément, on mérite d'être champion. C'est vrai que les deux classicos cette année, c'est victoire du Real et match nul. J'ai dit tout à l'heure, et je le répète au risque de décevoir les supporters du Barça, qu'effectivement, le Barça ne méritait pas d'être champion. Voilà, donc c'est le Real qui récupère ce titre un peu par défaut. El Jefe a rappelé les statistiques. C'est un des champions avec le moins de points de ces dernières années, le moins de buts. Donc c'est un peu un champion par défaut, il faut bien le dire. L'Atlético avait aussi raté son début de saison. Séville était un peu en dessous. Donc on a un champion d'Espagne cette année qui est pas tout à fait au niveau des précédents, mais que le Real soit champion, c'est avec l'effectif qu'ils ont, c'est pas scandaleux. Ce qui est scandaleux, c'est la façon dont ils le sont. Petit rappel, je voudrais vous dire, Monsieur Xavier Barré, Liverpool a été champion sans avoir la meilleure attaque. Et pourtant, tu venais ici pour nous dire que le jeu de Liverpool était flamboyant et pourtant c'est uniquement basé sur la contre-attaque. Niveau de possession en Europe, niveau de possession de Liverpool, champion d'Europe, c'est 44%. Regarde tes statistiques. Ouais, il faut que tu les actualises parce qu'ils sont à plus de 50% cette année justement. Le jeu de Liverpool a changé. Et les statistiques de possession du Real cette saison, les statistiques de possession du Real, c'est 58%. Mais on peut pas. Non, mais il faut comparer ce qui est comparable. Quand tu compares l'attaque de Liverpool en disant, s'ils n'ont pas la meilleure attaque du championnat d'Angleterre, mais oui, ils sont derrière Manchester City qui a une attaque absolument flamboyante. Qui c'est d'ailleurs l'entraîneur de Manchester City? Non, j'ai dit qu'ils ont remporté devant Manchester City. Ne les convoquez pas. C'est Pep Guardiola qui a fait de Barcelone la plus belle équipe de tous les temps. Eh ben, on va attendre de voir si Zidane est capable de faire une équipe aussi flamboyante avec le Real Madrid, avec les moyens extraordinaires dont il dispose à Madrid. De toutes les façons, Guardiola a eu bel et bien Bayern. Il n'a pas pu remporter la Ligue des Champions. Il a eu Manchester City. Aucune équipe n'a jamais dépensé comme Manchester City. Il n'a jamais remporté de Ligue des Champions. Bon, là, on s'éloigne de l'Espagne. On s'éloigne de l'Espagne. Et puisque vous y tenez, que vous parlez de Pep Guardiola, on va laisser un peu de place aux Catalans. Et sinon, le réfé va se fâcher.
Ah, alors petit... Le Barça a tellement montré de carence dans beaucoup de domaines que je vois pas comment ils peuvent inverser la situation sur les 2 prochaines semaines. Il n'y a pas de rival, effectivement, puisque Barcelone s'est effondré. Le Barça, quand il est moyen, il gagne pas. Il y a des joueurs qu'on ne voit plus du tout, Alba, qu'on a du mal à voir sur son côté. Messi ne peut pas cacher toujours toute la misère du côté du FC Barcelone. Messi et Ter Stegen ont été les hommes forts ces dernières années du côté du Barça. Le Barça est trop irrégulier. Le Barça va tomber à domicile en s'inclinant face au 11e de Liga. Rendez-vous compte. Le 11e de Liga, Osasuna, défaite du Barça 2-1 hier au Camp Nou. C'est la première fois depuis novembre 2018 que Messi et ses coéquipiers ont perdu à domicile. Le Barça irrégulier depuis la reprise, 6 victoires, 3 matchs nuls et une défaite. Insuffisant quand on veut aller chercher le titre de champion. Donc je rappelle qu'ils avaient 2 points d'avance à la pause. Ils ont un peu aussi offert le titre au Real Madrid, vous savez. Complètement, et malheureusement, mais bon, ils se sont sabordés, ils ont concédé ces résultats nuls, notamment à Vigo, où ils doivent gagner, et finalement ils perdent à quelques secondes de la fin. Donc le Barça a donné ce titre au Real Madrid, alors qu'ils étaient en tête, avec 2 points d'avance, lorsqu'il y a eu la coupure pour la crise sanitaire. Maintenant, le Barça, cette saison, a fait preuve de beaucoup trop d'inconstance dans sa gestion en général. Et les principaux responsables, c'est d'abord les dirigeants. Quand on vire Ernesto Valverde, alors que le club marche... Effectivement, il joue pas un football flamboyant, et je le déplore, mais... Ils continuaient à gagner, ils maintenaient certains principes de jeu, et surtout, ils étaient plutôt cohérents dans ce qu'ils faisaient. Il y avait une forme de déception par rapport au jeu, et encore une fois, je le répète, je suis le premier à le déplorer, mais il y avait de la cohérence par rapport à ce qu'il faisait depuis qu'il avait pris le relais de Luis Enrique. Il connaissait le club, il avait essayé de composer un système de jeu qui permettait à Messi, à Suarez de combiner devant, et au reste de l'équipe de rester à leur service. Voilà. Bon, eh bien, ce Barça-là était cohérent, et les dirigeants, à cause d'un revers en Supercoupe d'Espagne en Arabie Saoudite, ont viré Valverde, ont fait appel à l'arraché donc à Quique Sétienne, et de là, tout est parti en toutes ces délités. Donc il y a une grosse responsabilité des dirigeants dans le fiasco de cette fin de saison. Alors on va parler plus en détail de Quique Sétienne dans un instant. Est-ce que plus généralement on peut dire que la fin du cycle au Barça est définitivement entérinée ? La fin du cycle, on l'annonce depuis longtemps. La fin du cycle, ce sera quand Messi partira. Après, il y a eu plusieurs fins de cycle. Quand Xavi est parti, quand Iniesta est parti, quand Guardiola est parti, quand on a commencé à faire venir des entraîneurs qui n'avaient pas la culture du club, tout ça ont été des étapes qui ont éloigné Barcelone de ses bases. Après, il faut comprendre que Barcelone, historiquement, c'est pas un club de la taille du Real Madrid ou de Manchester United. C'est un club qui a commencé à gagner. Il a gagné sa première Ligue des Champions en 1992 et qui a vraiment commencé à devenir une des écuries les plus importantes d'Europe au milieu des années 2000. Donc, il s'est retrouvé dans cette situation compliquée parce que Barcelone, contrairement au Real, il ne peut pas jouer défensivement, par exemple. C'est quelque chose qu'on n'accepte pas. Il faut qu'il respecte un certain style de jeu. Il faut qu'il travaille avec des joueurs issus du centre de formation. Mais en même temps, il faut qu'il y ait des résultats. Donc, on a toujours la tentation d'acheter des joueurs pour obtenir ces résultats. Et les achats, quand ils sont mal faits ou quand ils s'intègrent mal dans un club qui a une forte identité, ça devient compliqué. Et on a eu beaucoup d'erreurs de ce côté-là. Et je pense que donc les fins des cycles ont été nombreuses et que ce n'est pas fini. Je suis quand même surpris parce que tout de suite là, les gens vont oublier que le Barça gagne aussi des titres avec la défense, contrairement à ce qu'ils sont en train de dire. Qu'ils regardent l'année dernière et l'année surpassant encore, c'est bel et bien une défense supérieure à celle du Real. Donc, à cette époque, on disait que ça va, et Valverde, justement, on disait qu'il bétonne. Donc, on ne peut pas dire, il ne peut pas venir aujourd'hui nous dire qu'on regrette Valverde, l'homme qui porte l'humiliation contre Liverpool. 4-0, c'est entré dans l'histoire. Chaque fois que je me réveille au milieu de la nuit et que je me rappelle que Barça a été tabassé 4-0, je mets directement le champagne dans le frais et je me mets à boire pour danser à la mémoire de Xavier Barré, qui était mort ce jour-là. Donc, aujourd'hui, Xavier Barré nous fait comprendre qu'il regrette le mort vivant qu'on appelait Valverde. Or, le Barça est mort du moment où ils ont oublié le football de la cantera. Il faut savoir que
quand Cruyff prend cette équipe-là et qu'il va instaurer le 4-3-3, voire le 3-4-3, c'est une équipe qui est d'abord costaud au milieu du terrain. Or, c'est la force du Barça. Rémi, vous souliez quand même une chose. Il y a quand même des joueurs qui viennent de la Masia. Vous avez Piqué, vous savez Sergio Roberto, vous savez Messi, vous savez Ansu Fati, vous savez Ricky Puig. Je te parle du milieu de terrain. Tu as parlé tout de suite d'Iniesta. Tu as parlé de Xavi, qui n'ont pas été remplacés. C'est-à-dire c'était le laboratoire. C'est eux qui monopolisaient le jeu. Aujourd'hui, le Barça joue en contre-attaque. Et ils oublient ça du moment où ils ont recruté un type comme Suarez. Maintenant, quand vous regardez, et de surcroît, vous allez me dire, les gens qui viennent de la formation interne, je peux vous dire, le Barça qui gagne, par exemple, en 92, quand vous avez parlé là, il y a 6 qui viennent de la Cantera. Mais, donc même en 2006, mais là, vous prenez tantôt les Vidal, les Rakitic, les machins et tout, les bétonneurs qui viennent là au milieu du terrain. C'est ça la pauvreté du jeu du Barça. C'est les erreurs de casting des dirigeants. Voilà. C'est les erreurs de casting des dirigeants et notamment des recruteurs. Depuis le départ d'Aitor Begiristain, je crois qu'avec Eric Abidal, on en est au 3e directeur sportif en 6 ans. Donc il y a eu effectivement une instabilité à ce niveau-là. On a pris des joueurs comme ça au gré des opportunités. Regardez, vous vous souvenez d'André Gomes ? Quelle utilité d'aller chercher André Gomes quand vous avez pléthore de milieu de terrain à Barcelone. Heureusement, tu appréciais quand même Paulinho ici. C'est la même chose que tu disais. Ils l'ont pris pendant une saison pour faire la jonction et ça a plutôt été une réussite. Mais bon, c'est difficile de s'adapter quand on vient d'ailleurs à un jeu comme celui de Barcelone. Barcelone. Et on a l'exemple avec Griezmann qui a beaucoup de mal à s'adapter à ce système. Pour vous, vous avez dit que Griezmann était un échec. Oui, pour vous, le gros problème. Mais il est un échec quand il se retrouve dans ce système à 3 attaquants où on le fait jouer sur un côté. On est d'accord. Je te l'avais dit. On est d'accord. Je vois le football plus que toi. Non, parce que moi j'avais dit la même chose. J'avais beaucoup de réserves et je les ai toujours parce que Griezmann il joue dans le même registre que Messi et il y a une seule place pour 2. Donc effectivement Griezmann il se retrouve sur le banc. Xavier Barré, pour vous, dans le même registre. Rémi. Il faut savoir utiliser les termes qui conviennent. Je vais finir par y arriver. Xavier, est-ce que pour vous, les difficultés actuelles du Barça viennent principalement du recrutement, de la composition de l'effectif ? Complètement. Totalement. Il fallait des attaquants de côté, ce qui d'ailleurs actuellement coûte très cher. Il y a beaucoup de surenchères. Il y a Dembélé, hein. Oui, mais Dembélé est toujours blessé, donc déjà une première erreur de casting. Après, vous voyez aujourd'hui les surenchères sur Pulisic, il est parti à Chelsea, sur Jadon Sancho actuellement, etc. Donc les attaquants de côté, c'est ce qui a le plus de valeur aujourd'hui. Au Barça, il n'y en a pas. Si, il y a le petit Ansu Fati, c'est l'espoir du club, effectivement. Il a beaucoup de talent, il a débuté cette saison. J'étais en Espagne d'ailleurs en début de saison quand il est apparu, et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'enthousiasme autour de lui. Maintenant, il a 16 ans, 17 maintenant. On ne va pas lui demander non plus de faire tout ça tout de suite. Il faut attendre un petit peu, il faut le laisser grandir. Donc il y a eu effectivement énormément d'erreurs de casting, y compris, mais on vient de l'évoquer avec Rémi Ngono, Griezmann au Barça comme doublure de Messi, pour moi c'est une erreur. Griezmann au Barça, quand Messi est blessé, ce qui arrive rarement, c'est lui qui prend le jeu à son compte, ça se passe plutôt bien, mais le reste du temps, il est sur le banc malheureusement, ou alors sur le côté, et il n'est pas utilisé dans son pleine efficacité. Alors Lionel Messi, justement, on a un peu l'impression qu'il porte l'équipe à lui tout seul parfois, depuis plusieurs saisons. Le capitaine du Barça qui semblait très atteint hier après la défaite. Le Real a fait son travail. Depuis la reprise, ils n'ont perdu aucun match. Ils ont beaucoup de mérite. Il est vrai que nous ne voulions pas ça, mais c'est le symbole de ce qu'a été toute cette année. Nous sommes une équipe très irrégulière, très faible, qui faiblit et met genoux à terre quand l'intensité est très forte. On a été très irréguliers cette année et nous avons perdu beaucoup de points que nous ne devions pas perdre. Ce match illustre notre saison. Lionel Messi, assez réaliste, messieurs ? Oui, moi je trouve que Messi, depuis quelques mois, il prend beaucoup la parole et il dit souvent des choses justes. Et dans cette intervention qu'il a fait après le match, il situe les problèmes de Barcelone cette saison à partir du mois de janvier. Or, c'est justement au moment du limogeage de Valverde. Messi soutenait Valverde comme les autres joueurs. Et on l'a convaincu de soutenir la venue de Quique Setién. Et aujourd'hui, les joueurs ne peuvent plus voir en peinture Quique Setién et ils regrettent ce choix qui a été fait, qui n'a pas été un bon choix. Et aujourd'hui, Messi prend la parole et je pense qu'il est important que les dirigeants l'entendent.
On l'a toujours entendu et c'est là où il a toujours planté le Barça. Quand vous êtes en train de me dire tout de suite là que attendez, depuis combien de temps il promet la Ligue des Champions avec tous ces entraîneurs qu'il fait recruter, tout comme en Argentine. Mais il n'a jamais gagné cette Ligue des Champions ni avec son pays. Laissons ça. Un seul bras ne peut pas attacher un paquet. Donc, à une certaine période, vouloir bâtir les empires, les églises, les cathédrales et même les pyramides en comptant sur le tout petit Messi qui a 1m10 là. Mais attendez, voilà le véritable problème du Barça. Parce qu'on veut l'écouter. Voilà Messi. Moi, je me souviens, quand Cristiano Ronaldo avec la Juve, ils sont battus par Atlético quand même en Ligue des Champions 2-0. Cristiano Ronaldo dit, ne vous découragez pas, je vais tout égaliser, on va passer. Boum, boum, boum. Et les voilà qui sont qualifiés. Mais avec Messi, ils perdent contre Osasuna. Au lieu de mobiliser les troupes, le gars vient, vraiment, je vous dis que c'est très grave. Et si on joue comme ça, nous on est quand même morts et tout ça. Je crois que c'est terminé. Mais si on l'entend jamais. Donc, Rémine Gono doit avoir des voix, doit entendre des voix, parce qu'il entend Messi tout le temps, alors qu'il s'exprime jamais, ou presque jamais, rarement. C'est pour ça que quand il dit quelque chose, on l'écoute. Et ce qu'il dit est plutôt sensé. Il reconnaît effectivement que le Barça n'a pas été bon cette saison. Il a été irrégulier et à partir du mois de janvier et que c'est une équipe qui manque de cohérence. Voilà. Est-ce que la perte du titre et la mauvaise ambiance à Barcelone en ce moment peuvent remettre en question l'avenir de Messi de Messi, je ne crois pas, mais des Quique Sétienne, probablement, très certainement même. Le seul problème, c'est qu'effectivement, Quique Sétienne a été mis là un peu par un concours de circonstances et que les élections à Barcelone ne sont que dans un an, les élections pour le nouveau président. Donc, il va falloir remettre trouver un entraîneur qui va venir pour un an, en attendant que le prochain président soit le confirme, si c'est le même qui est réélu, ce qui est pas la tendance. Sauf si s'appelle Xavi, peut-être. Oui, mais Xavi, comme il est a priori lié à un candidat... C'est en train d'évoluer. Hein. Ouais, ça peut changer, on verra. Mais effectivement, dans le contexte actuel, c'est très compliqué d'avoir un entraîneur qui s'inscrit sur la durée à Barcelone. Et c'est ça qui est désolant. Ouais, Sétienne qui a le plus mauvais pourcentage de victoires de tous les entraîneurs du Barça depuis 2008, 64%. À titre de comparaison, Luis Enrique est à 76% et Pep Guardiola à 72%. Non, vous avez bien révisé vos statistiques, Marie-Mélie. C'est pas comme Rémine Gono. Pep Guardiola, de toutes les façons, 11 matchs perdus. Et il faut savoir qu'il avait une superbe équipe. Mais là, le problème, et puis Messi était encore jeune. Et comme je l'ai dit, c'était le milieu de terrain. Et c'est pour ça, la même chose que j'ai toujours dit, pourquoi est-ce qu'il ne brille pas en Argentine? C'est le même problème. Et un joueur qui marche, qui est fatigué, qui attrape les... Il faut qu'un capitaine pousse les équipes à la révolte. Et il faut... Vous ne pensez pas que Messi a l'âme d'un capitaine? Oui, il n'a pas. Quand je vois Messi hier... Il a bien évolué. Mais attendez, quand je vois hier, par exemple, contre Osasuna, mais vous me dites que vous avez 17 minutes à domicile. Vous êtes gagné à domicile et vous savez qu'il vous faut absolument battre. Il connaissait que le Real était en train de mener en supériorité numérique. Donc, à une certaine période, un attaquant qui parfois rate des pénaltys, qui peuvent remporter des titres, qui peuvent donner des titres, un attaquant qui passe le temps à vous dire que c'est toujours la faute des entraîneurs, et pourtant je dis que les mêmes entraîneurs que lui-même a choisis, ils n'ont pas pu remporter les Ligues des Champions. Vous n'avez pas bien écouté Messi, parce que Messi a dit il faut qu'on fasse une autocritique, à commencer par nous les joueurs, qui n'avons pas donné aux supporters ce qu'ils nous attendaient. En commençant par moi, Messi. Il faut qu'ils disent par moi, Messi. Il a toujours assumé ses responsabilités. Parce que Messi, à part... voilà. Avec l'équipe d'Argentine, il a aussi assumé ses responsabilités. Donc, c'est facile de dire de Messi, comme l'autre jour aussi Bruno Constant, qui était à la place de Rémine Gono, il y a 15 jours, qui dit oui, Messi pourrit les vestiaires. Non, mais attendez, il faut pas dire n'importe quoi non plus. C'est un joueur extraordinaire. Quand on dit qu'il n'a pas de personnalité, je suis pas d'accord non plus. Effectivement, au début de sa carrière, il était très effacé. Il a appris petit à petit. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a une vraie personnalité. Comme il l'a dit hier,
derrière, faire cette autocritique en public tout de suite, alors que enfin en direct à la télévision, parce qu'il n'y avait pas de public évidemment, pour dire voilà, on a fait une mauvaise saison, on a manqué de constance, et il faut effectivement faire notre autocritique. On a été très faible, c'est quand même fort. On a été très faible. Je pense que c'est justement preuve d'une grande personnalité. Il ne cherche pas d'excuses. Il dit la vérité, et c'est une forme de personnalité. La vérité est la suivante. Celle que vous n'avez pas remarquée. Rémi Gono a plus la vérité. La vérité est la suivante. La vérité est la suivante. Vous avez constaté que depuis, le Barça ne perdait pas à domicile et que le Barça était presque imprenable à domicile. Et là, justement, parce qu'il n'y a pas de public, parce que Messi ne joue que là, il y a le Wi-Fi. Il est connecté au Wi-Fi du public, du Camp Nou. Quand il n'y a pas ce public-là, c'est pour ça qu'ils ont chuté à la deuxième partie, après le Covid, parce qu'il n'y avait pas ce public. Donc, il y a... Toutes les équipes jouent sans public. Oui, non, c'est pour ça que je vous dis que Messi, lui, sans public, il ne joue plus. N'importe quoi. Oui, il joue comme à l'extérieur. Comme à l'extérieur, oui. Il n'y a pas de public au Camp Nou. C'est pour ça qu'il ne parvient plus à faire quelque chose et tout. Bon, il est vraiment illuminé. Ah oui, le chien. Le chien n'est fort que derrière son maître. Que quand son maître est derrière. Explication, je ne sais pas d'où elle vient. Ah oui, parce que le chien n'est fort que quand son maître est là. Donc, le maître de Messi, c'est le public du Camp Nou. Non, mais je pense que... Oui, tous les joueurs préfèrent jouer avec du public, donc c'est une évidence. Et voilà. Maintenant, dire que c'est parce qu'il n'y a pas de public que le Barça n'est pas champion, alors là, ou que le Barça joue mal, je vois pas tellement l'explication. Vous aviez Barret, est-ce qu'il y a un événement particulier qui a fait que le Barça a perdu le titre? Ce que je vous disais tout à l'heure, moi, c'est à mon avis un match ou une... Moi, je pense que le match contre le Celta Vigo a été fatal parce que Barcelone menait au score 2-1 et il concède en fin de match un coup franc qui était totalement fantomatique, mais bon. Et sur le coup franc, le mur se place mal et le Celta égalise. Et je pense que là, les joueurs reçoivent vraiment un coup sur la tête et dont ils ne se sont pas vraiment remis. Il faut quand même aussi dire que cet entraîneur qu'on critique aujourd'hui, quand il arrive, c'est le Real qui est devant. Et les gens oublient ça, qu'il vient rattraper le Real et double le Real. Ils oublient quand même que cet entraîneur a quand même fait que des gars comme les Ansu Fati, qu'on ne voyait plus, reviennent à la surface et qui deviennent aujourd'hui des véritables pépites, l'avenir du Barça. Donc on ne peut pas dire que c'est à cause de lui. Ansu Fati avait joué combien avec Valverde? Il avait joué à peine 48 minutes. Donc qui a dit que c'était la faute de Quique Sétienne? Il est très jeune. Qui a dit que c'était de la faute de Quique Sétienne? Moi, je dis c'est la faute des dirigeants. Des dirigeants qui ont cassé une logique qui était effectivement... Quique Sétienne en janvier. Non, en virant Valverde, et à défaut, ils ont pris un entraîneur par défaut. Et comme il n'y avait personne, ils sont allés prendre Quique Sétienne. Mais c'est pas Quique Sétienne, le pauvre qui s'est retrouvé dans cette galère qui est Je vais te dire une chose. C'est les dirigeants qui ont pris des dirigeants pas cohérentes. Je vais te dire une chose. Prenons le cas contraire. C'est-à-dire que je te prends, par exemple, Pérez, qui vire l'entraîneur qu'il voulait, c'est-à-dire que Benitez, qui avait déjà entraîné les U19 et tout, et qui voulait de toute sa vie. Et puis, il prend, au cours de la saison, Zinedine Zidane, qui vient quand même remporter la Ligue des Champions. Reprenons encore le même Pérez, qui, bien évidemment, après avoir pris les Solari et consorts et tout ça, il se rend quand même compte qu'il faut encore faire appel à Zinedine Zidane. Zinedine Zidane n'avait pas d'expérience quand on l'a pris. Donc, il ne faut pas me dire que cet entraîneur, c'est un très mauvais casting. Zinedine Zidane est venu, tu contestais, mais Zinedine Zidane s'est imposé. Le problème avec le Barça aujourd'hui, c'est que depuis Pep Guardiola, certes, Enrique a voulu faire quelque chose, mais il n'y avait plus le fond du jeu. Mais depuis le départ de Guardiola, on n'a pas retrouvé l'âme de ce qu'on pouvait... Vous oubliez qu'en 2015, Barcelone gagnait 6 titres la même saison. Et la Ligue des Champions avec Luis Enrique. Mais là Rémi Ngono souligne quelque chose de très juste. Pour une fois, je vais être en partie d'accord avec lui. Quand les dirigeants du Barça mettent Guardiola à la tête en 2008. Guardiola, pendant une année, il a dirigé l'équipe réserve. Donc, il connaît les jeunes, qu'il fait monter d'ailleurs, et il est imprégné de cette culture du club. Quand ils appellent Luis Enrique en 2014, Luis Enrique, il connaît le club, puisqu'il a été entraîneur de la réserve pendant que Guardiola, et il y a été joueur, bien sûr. Donc, il connaît le club, il est imprégné de cette culture club. Quand
le président Florentino Pérez fait appel à Zinedine Zidane. Zinedine Zidane connaît le club. Il avait été entraîneur de la réserve, entraîneur des jeunes, il vit à Madrid, il est dans le moule. Et effectivement, ça se passe bien. Et tant mieux, c'est parce que ce sont des choix politiques qui s'intègrent dans une continuité, que ce soit au Real Madrid ou que ce soit à Barcelone. Quand effectivement vous virez Valverde du jour au lendemain pour aller chercher Quique Setién, qui au demeurant avait fait du très bon travail au Betis de Séville, eh bien vous parachutez un entraîneur dans un univers très spécial et ça ne marche pas. Voilà, donc c'est quelque part logique que la continuité, la cohérence dans les choix des dirigeants, dans les choix politiques des dirigeants à la tête des grands clubs soit récompensée. Réfé rapidement, à part Xabi, qui d'autre pourrait être nommé au Barça, si c'est pas lui? Probablement, si Quique Setién ne va pas au-delà de dimanche prochain, probablement Garcia Pimienta, qui est l'entraîneur de l'équipe B, pourrait prendre le relais pour la Ligue des Champions en attendant que Xavi puisse être intronisé, si tout va bien, début septembre. Bien, ce sera le mot de la fin sur ce chapitre barcelonais. Tout de suite, les cartons. Carton jaune. Un carton là. Qui sort un carton jaune. Ouh là 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 là, carton rouge. Carton rouge. Dans la confusion. Carton vert. Extraordinaire. Rien à dire. Allez, Rémi Ngono, à vous l'honneur. Votre carton cette semaine. Le carton vert, c'est pour toute l'équipe du Real Madrid, qui quelle et particulièrement à Zinedine Zidane, qui le 19 mars disait « Je reviens, mais la priorité, c'est la Liga ». Il a tenu à ça. Et surtout, il a imposé un joueur dont on ne parle pas beaucoup, qui est quand même aussi la pièce angulaire, Casemiro. C'est la case. C'est vrai qu'on n'a pas encore parlé de Casemiro. Voilà. Chaque maison a sa solidité grâce à la fondation. Dit un proverbe africain, et Casemiro, c'est la fondation. Casemiro, on va le préciser juste au passage, deuxième joueur à avoir commis le plus de fautes cette saison en Espagne. Oui, c'est ça, de bonnes fautes. Le genre de joueur qui adule Rémi Ngono, qui est un grand adepte du beau football, on le sait. Ah oui, bien évidemment, puisque tu adores Arturo Vidal. Xavier Barré, votre carton. Moi, j'ai donné un carton vert à un joueur, puisqu'on est dans un spécial Liga, qui va la quitter au terme d'une magnifique carrière en Espagne, et qui termine 4e avec le club de Séville, dont il est le meneur de jeu, et qui va partir pour d'autres contrées, pour le Moyen-Orient. C'est l'Argentin Ever Banega. C'est un joueur qui arrivait très jeune en Espagne, à Valence d'abord. Il a joué aussi à l'Atlético. Il a retourné ensuite à Séville, et c'était un des hommes liches d'Unai Emery qu'on a connu en France pour être passé au Paris Saint-Germain, et qu'il avait fait venir à Séville, avec lequel il a gagné 2 Ligues Europa. Donc c'est un très beau joueur, très élégant, et je trouve qu'après cette longue carrière en Espagne, donc, il choisit de partir par la grande porte en qualifiant Séville pour la prochaine Ligue des Champions. Chapeau à Ever Banega pour tout ce qu'il a pu apporter à la Liga et au foot espagnol. Alejandro Valente. Alors, je vais donner la parole à des auditeurs, là, et par exemple, Stéphie Niali, qui donne un carton rouge au groupement d'intérêt du football ivoirien pour avoir refusé de parrainer Didier Drogba. Et puis, il y a plusieurs auditeurs qui vous donnent un carton vert, Marie-Amélie. Ils ne savent pas, mais on va leur dire que vous remplacez Annie Gaznier pendant ses vacances dans les cafés des sports, et ils vous félicitent d'avoir eu autant de patience face à des consultants pas très disciplinés. Ouais. Alors, le carton de Radio Foot cette semaine, carton jaune au match amical PSG Waasland-Beveren qui va commencer dans quelques instants. 5000 personnes attendues au Parc des Princes, donc on est évidemment content de revoir du public dans les stades en France, mais on a été les seuls à ne pas reprendre le championnat, et maintenant on est les premiers à remettre du monde en tribune, donc voilà, c'est pas totalement logique. Carton jaune à la Ligue de football surtout, je pense. Oui. Plus. Effectivement, on a déjà souligné les incohérences des dirigeants, et c'est vrai que le football français ne fait pas exception à la règle. Bon, allez, le Café des Sports, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à tous les trois, Xavier Barré, Rémi Ngono et Alejandro Valente. Merci aussi à Sarah-Lou Bakouche pour son aide indispensable. Et puis enfin, merci à nos 2 pilotes du jour, Luna Timbal et Laurent Salerno. Lundi, vous retrouverez... Et bravo à Rémi pour cette première, parce que vraiment... Rémi qui jubile. Je ne sais, pour les auditeurs qui ne nous regardent pas sur Facebook, ils dansent. Un beau petit coup tout à l'heure, on avait parié. On avait parié.
On avait parlé, tu avais dit que non, mais tu avais dit que le Real ne finissait même pas. Non, je m'en souviens pas. Allez, lundi, vous retrouverez Olivier Pron dans Radio Foot. Très bonne soirée sur RFI.